Ok, alors Yakoukel, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci Je pense déjà. qu'on s'est déjà vu avant d'arriver là. Alors, pour Exactement. ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dedi Karimbongo, médecin en formation, en doctorat 1 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je suis aussi autodidacte en psychologie humaine et en PNL depuis 2 ans déjà. Et donc voilà, je ne sais pas si je dois compléter quoi que ce soit. Merci beaucoup, hein, Monsieur Mungu. Voilà, moi je l'appelle comme ça. Nous allons parler aujourd'hui de la psychologie aérienne. Mhm, Précisément, comment s'en servir, quels mhm, sont d'édifier les jeunes qui sont en train de nous suivre, mhm. qui sont également de savoir ce que c'est concrètement Oui, oui. la psychologie aérienne. Monsieur Dedi Mungu, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est la psychologie aérienne? Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on a lancé l'émission et que j'ai mis sur mes réseaux que j'allais parler de la psychologie aldérienne, j'ai vu les gens me demander mais qu'est-ce que c'est que la psychologie aldérienne, c'est quoi encore? Vraiment. Dédi, tu es toujours dans des histoires compliquées. Très brièvement, c'est quoi la psychologie aldérienne? Alors, c'est un courant de pensée, Mhm. d'accord, qui a été, on va dire, instauré par un monsieur qu'on appelait Alfred Adler, Alfred qui a Adler. été un grand psychologue qui a vécu entre 1870 et 1932. Alors, il est assez méconnu aujourd'hui, mais en fait, le développement personnel en tant que tel, comme on le connaît aujourd'hui, est en fait basé principalement sur les pensées d'Alfred Adler. Alors, c'est quoi la psychologie aldérienne? La psychologie aldérienne se base principalement sur deux piliers. Il a travaillé sur beaucoup de choses, mais il y a deux piliers qui ont été retenus, Mhm. qui sont le fait que l'homme est un animal social et que l'homme trouve du plaisir et son plein épanouissement dans la société et dans une communauté. Et la deuxième part, c'est de savoir que la psychologie aldérienne nous apprend comment surmonter le sentiment d'infériorité à Exactement. travers la compensation sociale, à travers la place qu'on trouve dans la société. Donc, en résumé, grosso modo, c'est ça un peu le courant de la psychologie aldérienne. Maintenant, après, on pourra approfondir tout à l'heure. On va aller sur les principales idées de cette Mhm. psychologie Oui, qui peuvent aider les jeunes aujourd'hui. oui, Qu'en est-il? oui. Alors, déjà, c'est un concept très théorique, mais on Mhm. va faire en sorte de faire en sorte qu'il soit aujourd'hui très pratique parce que l'idée, c'est pas de faire une conférence sur la psychologie aldérienne, mais plutôt de Oui. donner comment est-ce que les jeunes peuvent s'en servir pour pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours et pouvoir, on va dire, glow up dans tout ce qu'ils font. Alors, quelles sont les principales pensées en fait de la psychologie aldérienne? Déjà, il faut savoir que c'est une psychologie qui prône l'être comme individuel en comparaison à Freud qui dit que l'être est composé de corps, de l'esprit De et l'âme. l'esprit et l'âme. Oui. Alfred Adler, lui, il pense que l'être est individualiste. Il est un tout, un holistique, et qu'il ne devait pas être conçu ou perçu comme étant séparé. Et c'est ce qu'il dit. Et Alfred Adler se base aussi sur ce qu'on appelle la téléologie. C'est que la psychologie contemporaine dit que pour pouvoir comprendre un individu, il faut qu'on puisse repartir dans son passé pour le définir. Voilà, maman était méchante avec moi, papa me tapait, donc je suis devenu méchant pour pouvoir compenser à ça. Voilà, j'ai eu tel traumatisme dans l'enfance et après je suis devenu ça ou je suis devenu ça. Non, Alfred Adler n'est pas d'accord On n'est avec pas ça. d'accord avec ça, Oui, il oui. n'est pas d'accord avec la notion de traumatisme psychologique, il n'est pas d'accord avec ça. Pour lui, au lieu de chercher un sens étymologique à un problème, c'est-à-dire l'étymologie, c'est la cause. Lui, il a plutôt tendance à aller chercher le sens téléologique au problème, c'est-à-dire qu'est-ce que cause le problème là tout de suite pour pouvoir comprendre et aider la personne. Donc pour lui, il dit que l'être humain est constitué de deux choses. La première chose, de l'héritage génétique qu'il a reçu de ses parents. De ses parents. Oui, le grand-père était nerveux, papa était nerveux, je suis nerveux, c'est génétique, on ne peut rien y faire. Et aussi, la deuxième chose, du contexte social dans lequel il a grandi. Il a grandi dans un contexte social qui est différent, et donc voilà, en fonction de ce qu'il a vu ou de ce qu'il n'a pas vu, ça constitue comme ça ce qu'il est dans la société. Mais aussi, Alfred Adler, l'une des, l'un des principaux, l'une des principales lignes de pensée d'Alfred Adler, c'est que euh, techniquement, il dit que l'homme, au-delà de dire que voilà, il a vécu tel traumatisme et finalement il a fini comme ceci, il dit que l'homme en fait choisit de devenir ce qu'il devient et que tout ce qui arrive à un homme, Mhm. tout ce qu'il arrive, en fait il choisit de devenir. Devenir. Mais plus tout à l'heure, si tu veux, on pourra approfondir par rapport à ça. Et-
L'homme choisit de devenir ce qu'il veut devenir. On va parler très rapidement à M. Mbungu de l'importance. En fait, pourquoi est-il important pour un jeune de comprendre cette approche? Bon, il est très très important pour les jeunes de comprendre cette approche. C'est une question assez profonde. J'ai combien de temps pour répondre? Je développe. Allons-y quand même. Ok. On est dans un contexte plutôt particulier. Oui. Le contexte dans lequel on est, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse est en plein à beaucoup de choses. Les réseaux sociaux surtout. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a un étalage d'une image des réseaux sociaux qui est complètement différent de la réalité. Il y a une véritable fracture entre ce qu'on voit sur les réseaux et la réalité. Et les jeunes, aujourd'hui, ont tendance à croire que tout ce qu'ils voient sur les réseaux est vrai. Ont tendance à croire que voilà, tel que j'ai vu là-bas dans un restaurant, ben en fait c'est la vie qu'il mène et donc moi potentiellement je suis en retard par rapport à lui. Et aussi, ça c'est la première chose. La deuxième c'est que aussi actuellement, surtout avec les étudiants, on a une grosse vague de ce qu'on appelle la procrastination et aussi la flemme. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui vont moi voilà, je devrais travailler sur tel projet mais j'ai pas l'énergie, je comprends pas ce qui se passe, voilà, ce sont les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et les jeunes devraient s'intéresser à la psychologie aldérienne surtout pour pouvoir combattre ce genre de choses dont leur productivité ça leur nuit. Et en étudiant la psychologie aldérienne d'ailleurs, les jeunes se rendront compte qu'en fait, Alfred Adler donne des outils, on va voir tout à l'heure, qui peuvent être utiles aux jeunes pour pouvoir se développer tant moralement qu'intellectuellement, et même dans la vie de tous les jours à travers le développement personnel. Et donc, pour les jeunes, c'est, je dirais même capital, de pouvoir étudier la psychologie aldérienne. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait l'enseigner à l'école. On a une question des internautes. Il y a Annette Tcheke qui pose une question qui dit de quelle manière la psychologie aldérienne considère-t-elle l'importance des objectifs dans la vie d'une personne? Ah, ça c'est une très belle question. Une très belle question, Annette Tcheke. Oui. Alors, il faut savoir que Alfred Adler, c'était un humaniste. Il disait que pour lui, l'être humain, comme je l'ai dit, était un animal social. C'est-à-dire qu'il trouvait en fait la vraie valeur de vivre, sa manière d'être comblé dans la société. Il se définissait comme vraiment quelqu'un qui va aller dans la société pour aller chercher le réconfort. J'ai dit tout à l'heure que Alfred Adler nous montre comment est-ce qu'on peut combler le sentiment d'infériorité à travers la place que nous donne la communauté. Il stipule que chacun d'entre nous a en fait en lui un sentiment d'infériorité. Et il dit que ce sentiment d'infériorité est censé être un catalyseur pour chacun d'entre nous pour pouvoir toujours aller de l'avant. Et il dit aussi qu'il est presque impossible d'éteindre ce sentiment d'infériorité puisque quelque part il fait en fait la vie de ce que nous sommes. Et donc pour pouvoir établir des objectifs à long terme, à court terme, ou même des objectifs qui nous sont propres, il est important de comprendre ça. C'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je vois souvent qui disent « Oui, moi, j'aime pas trop le contact, j'aime pas trop les gens, j'aime pas trop me mélanger, entre guillemets, j'aime rester dans mon coin. » Et ne se rendent pas compte que cette posture ne rend jamais heureux parce que fondamentalement, l'être humain est un être social. C'est-à-dire que tu peux t'enfermer chez toi tant que tu veux, tu remarqueras toujours au fond de ton cœur qu'il y a un vide que tu n'arrives pas à combler. Et ce vide-là, en fait, il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Il faut que tu sortes, que tu puisses rencontrer des gens, que tu puisses discuter avec des gens et tu comprendras que à travers l'amour et l'importance que ces gens-là vont te donner, tu seras satisfait. Et donc, peu importe qui tu es, quand tu établis des objectifs de ta vie à long terme ou à court terme, il est important de tenir compte de ça. Ça, c'est la base. Donc, des objectifs humanitaires doivent faire partie de ton plan de vie, si possible, et aussi des objectifs familiales, si possible. Il faut pouvoir être dans un contexte où tu te retrouves dans un endroit où tu peux en fait donner de ce que tu es et recevoir des gens, et c'est seulement comme ça que les gens se sentent comblés. Donc c'est comme ça que la psychologie aldérienne peut nous aider à pouvoir atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, merci Kardam. J'espère que Annette Tcheke, vous avez peut-être su comprendre
le message qu'a passé. Et d'ailleurs, pour les internautes, je suis là pour les questions, il n'y a pas de souci. En tout cas, il dit qu'il est là. N'oubliez pas, n'hésitez pas de poser toutes vos questions en ce qui concerne surtout la psychologie adrienne, plus concrètement dans le sens de cette complexe d'infériorité surtout, qui aujourd'hui constitue vraiment un frein aussi pour l'évolution de certaines personnes parce qu'elles ne savent pas comment faire pour utiliser ce complexe d'infériorité pour essayer d'évoluer. Deji, avec cette question déjà, comment la psychologie adrienne peut-elle aider à mieux gérer les défis personnels ou scolaires? Très bonne question. Très bonne question. Et sur ça va concerner plus... Ça va concerner plus ce dont je t'ai parlé tout à l'heure quand je te disais que pour Alfred Adler, tout ce qui nous arrive, mais absolument tout, ça passe ? Ok. Tout ce qui nous arrive, absolument tout, nous en sommes responsables. Et lui, il dit que peu importe ce qui nous arrive, il y a toujours un laps de temps entre le moment où ça nous arrive et le moment où on décide de quelque chose. Juste pour illustrer ça, on a dit tout à l'heure que on a toujours pensé que les traumatismes, en fait, définissaient ce que la personne allait devenir plus tard. Donc, quelqu'un a vécu un traumatisme. Après, on va dire que voilà, plus tard, la personne est devenue aigrie parce que sa maman, je sais pas, lui tapait ou quelque chose comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Alfred Adler, lui, il dit, si tes parents étaient violents et que tu as souffert dans ton enfance et que plus tard tu es devenu quelqu'un de violent à ton tour pour tes enfants, il dit qu'en fait c'est toi qui as fait le choix de pouvoir devenir quelqu'un de violent. Et c'est une affirmation qui peut sembler être aberrante, mais dans un livre que d'ailleurs deux Japonais ont écrit, qui s'intitule, je crois, Avoir le courage de ne pas être aimé, en aidant cette analogie. Il dit, imaginez-vous que vous êtes en train de vous discuter avec, il y a une mère qui se discute avec sa fille. Et donc la maman gronde. Ah ouais, toi. Et juste après, elle reçoit un appel. Quand elle raccroche, elle décroche le téléphone, elle se rend compte qu'elle a affaire à l'instituteur de sa fille. Et tout de suite, sa voix change. Ah bonjour monsieur, vous allez bien ? Oui. Elle a tout de suite un ton aimable. Et juste après, quand elle raccroche, elle redevient celle qu'elle était avant l'appel. Elle se met à crier et tout. Et cette analogie illustre bien le fait que, en fait, elle a décidé d'être en colère et elle a décidé d'arrêter d'être en colère pour devenir gentille et ensuite décider. C'est une décision proprement dite. C'est une décision proprement dite et c'est une décision qui peut être volontaire ou pas, mais c'est une décision. Et donc, l'idée, c'est que les gens puissent comprendre que peu importe ce qui vous arrive, le problème, c'est pas ce qui vous arrive. Le problème, c'est comment vous positionnez par rapport au problème. Qu'est-ce que vous dites du problème qui vous arrive? La plupart des grands hommes, d'ailleurs, Alfred Adler en a parlé, la plupart des grands hommes qui ont eu à exercer une grande influence sur le monde, on a découvert que c'est toujours des gens qui avaient un défaut génétique et un sentiment d'infériorité avec lequel ils ont grandi. Et ils ont passé toute leur enfance à vouloir combler ce sentiment d'infériorité. Et finalement, il y a eu une surcompensation qui a fait en sorte qu'ils puissent être ce qu'ils sont devenus. Adolf Hitler était plutôt chétif. D'ailleurs, Alfred Adler, puisque j'en parle, était atteint du rachitisme. Mais je parlais tout à l'heure d'Adolf Hitler, qui lui, par exemple, était un homme chétif. Il y a pas mal d'autres exemples comme ça, des grands hommes que vous allez voir, qui en fait avaient une génétique qui ne les prédisposait pas à ce qu'ils sont devenus. Mais en fait, c'est cette recherche permanente de compensation qui a fait en sorte qu'il y ait une surcompensation et qu'ils puissent devenir meilleurs dans leur domaine. Donc, peu importe ce qui vous arrive, vous perdez un père, vous perdez un proche, vous perdez votre mère, vous n'avez pas validé, je sais pas moi, tout un semestre. Peu importe la situation. Peu importe ce qui vous arrive, comment est-ce que vous choisissez d'interpréter la situation? C'est ça qui définit si, oui ou non, vous allez réussir dans ce que vous entreprenez. Et c'est comme ça c'est ça en fait qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et celui qui ne réussit pas, un étudiant qui réussit et celui qui ne réussit pas, entre un individu qui réussit et celui qui ne réussit pas. Est-ce que cette méthode peut aider un jeune à avoir plus de confiance en lui? Et comment?
Alors, déjà, je suis obligé de prendre la question de manière holistique parce que c'est un problème qui mine actuellement nos jeunes. Je tiens déjà à faire la différence. Il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Ce n'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est ce qu'on peut avoir par rapport à quelque chose. Et un manque de confiance en soi est souvent trahison d'une incompétence par rapport à ce qu'on est en train de faire. Je prends un exemple. Si aujourd'hui j'étais incompétent à parler de la psychologie aldérienne, là actuellement je serais vraiment en baisse de confiance en moi. Mais si je te dis Yakoukel, voilà, tu dois prendre la parole pour parler de, je sais pas moi, de la mécanique quantique, tu seras perdu. Tu seras perdu. Et du coup, tu seras vraiment en manque de confiance en toi. Et donc, c'est ça, en fait, la confiance en soi. Mais l'estime de soi est beaucoup plus grave. L'estime de soi, c'est la manière dont tu te perçois toi-même. D'accord? Et cette manière de te percevoir toi-même, c'est toi qui choisis, encore une fois, d'après la psychologie aldérienne, comment tu te perçois. Si tu décides que tu es nul, en fait, il y a des grandes chances que tu sois nul. Et si tu décides que tu es quelqu'un de très compétent, il y a des fortes chances que tu sois quelqu'un de compétent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'estime de soi est un exercice permanent. La recherche de savoir qui on est, il y a des livres, des manuels. Il y a même un livre écrit par Paolo Coelho, où il parle de la grande marche du désert, où il explique que la grande marche du désert, c'est justement la recherche perpétuelle de qui on est. Donc, savoir qui on est un processus qui peut prendre toute une vie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous pouvez décider de la perception que vous avez de vous-même. Donc, tenez-vous devant un miroir, dites-vous que vous êtes la plus belle personne de l'histoire, dites-vous que à ce moment précis, Dieu vous a envoyé sur Terre pour être la meilleure version que vous puissiez être et continuer à avancer. Alors, quels conseils pratiques pourriez-vous donner à un jeune qui veut appliquer cette psychologie dans sa vie de tous les jours? Ok. Alors, dans la vie de tous les jours, déjà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne la communauté. On a trop de jeunes qui aujourd'hui s'excluent des communautés et qui finalement se retrouvent avec des vides intérieurs qu'ils essaient de combler par beaucoup de choses. Par le sexe, souvent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas, et je le redis encore pour que ça puisse être vraiment redit, on ne peut pas dire que l'homme est un être associable. C'est pas possible. Donc, commencez déjà par être des êtres sociables, à entrer en communauté. Ayez une communauté. Si c'est pas à l'église, si c'est pas, je sais pas, faites au moins en sorte que ce soit la famille. Ayez un groupe d'amis, je sais pas. Ayez un cercle dans lequel vous vous retrouvez. Ça, c'est déjà un grand pont, déjà en ce qui concerne l'estime de soi, en ce qui concerne la confiance en soi. Dit comme ça n'a l'air rien, mais je vous assure mettre en pratique. C'est tout un autre monde quand on est en pratique. Vrai. Et plus vous êtes seul, plus vous verrez que vous avez tous les problèmes du monde. Ça, c'est quelque chose de quand même de très vrai. Alors, l'autre conseil que je pourrais donner à ces jeunes qui m'écoutent, c'est de pouvoir se dire, ok, c'est important. J'ai toujours donné cet exemple. Imagine, Yakoukel, que tu es un soldat. D'accord? Toi et moi, on est dans le même régiment, on est en train d'aller en guerre. On est en train de prendre les armes et tout, je suis en train de t'habiller, de t'armer. Et moi, derrière, je prends, je sais pas moi, un pistolet, mais je le mets dans ta poche. Toi, tu te retrouves en guerre, tu batailles, mais tu ignores que je t'ai mis un pistolet dans la poche. Et là, paf, tu te retrouves en face d'un ennemi. Tu tires ta dernière balle avec les armes que tu avais, que tu savais en ta possession, et paf, tu n'as plus de balles. Mais tu ne sais pas que tu as un pistolet dans la poche, que je t'ai mis quand on était en train de se préparer. À ce moment-là, en fait, le problème que tu as, c'est que tu ne sais pas toi-même de quoi tu es capable à l'instant T où tu te retrouves en difficulté. C'est pourquoi la première chose à faire, que je conseille aux jeunes, c'est de pouvoir faire une liste de vos qualités et de vos défauts. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir quelles sont mes qualités, où est-ce que j'excelle, et quels sont mes défauts, où est-ce que je dois travailler. Pourquoi savoir ses qualités? Donc, je vais d'abord commencer par pourquoi savoir ses défauts. Pourquoi savoir ses défauts? Parce que je pense que c'est Mohamed Ali qui disait qui a la même vision du monde à 30 ans qu'à 50 ans a perdu 20 ans de sa vie. Oui. Et donc, si tu n'arrives pas à savoir quels sont mes défauts, en fait, tu ne peux pas t'améliorer. Si tu n'es pas capable de dire Yakoukel, quels sont tes défauts, si tu n'es pas capable de me répondre, c'est qu'en fait, tu ne sais pas sur quel axe est-ce que tu dois travailler pour pouvoir t'améliorer. Ça, quand même, ça doit être clair. Ça, c'est clair. Et donc, il faut pouvoir identifier tes défauts. Tes défauts, déjà.
La première des choses. Il faut que tu puisses t'asseoir, que tu puisses faire une introspection vraie avec toi-même et que tu puisses dire, ok, moi, quelles sont les choses que les gens me reprochent tout le temps? Tu en as, tu n'es pas parfait, tu n'es pas Dieu, tu as des défauts. Et donc, c'est important de pouvoir savoir quels sont les défauts que tu as. L'autre chose, ce sont les qualités. Alors, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'arme que tu as pendant que tu es en pleine bataille et que tu as un ennemi devant toi. Si tu ne sais pas quelle arme est-ce que tu as, tu as un problème. Tu fais quoi en fait de ta vie? C'est que tu dois savoir que moi, ok, là où je suis là, voilà, je suis très intelligent. Là où je suis là, j'ai un très grand sens de la créativité. Là où je suis là, en fait, moi, en fait, j'ai une très grande kinesthésie. Là où je suis là, en fait, je suis très bon dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Si tu ne sais pas ça, il y a des fortes chances que tu ne vas nulle part, en fait, dans ta vie. Parce que c'est en capitalisant sur tes qualités que tu peux avancer et en t'améliorant constamment, donc avec tes défauts. Et donc, un autre conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de pouvoir établir des objectifs à long terme clairs. La meilleure manière de pouvoir perdre ton temps, c'est de ne pas savoir où tu vas. Parce que tu vas tourner en rond à coup sûr et 20 ans plus tard, tu vas avoir les mêmes problèmes que tu avais quand tu étais plus jeune. C'est pourquoi, tu sais, la psychologie aldérienne dit que l'être humain arrête d'évoluer c'est-à-dire psychologiquement, entre 10 et 12 ans. C'est-à-dire que c'est à cette période-là que, en fait, le subconscient construit l'âme de la personne. D'accord. Et donc, on se retrouve à être finalement des grands enfants, entre guillemets. C'est-à-dire que le yak auquel que je vois en face de moi, en fait, si tu regardes bien tes réactions, tes pensées, tu te rendras compte que ça a beaucoup à voir avec ce que tu étais quand tu avais entre 10 et 12 ans. Et donc, les complexes que tu traînais à cet âge-là, dans ton subconscient, sont toujours les mêmes complexes que tu traînes. Et il se peut même que cet âge-là ait conditionné certains défauts. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas évoluer si vous ne travaillez pas sur vous. Le développement personnel, c'est très important. Travailler sur soi, c'est très important. On ne peut pas dire aujourd'hui, moi, je vais, je sais pas moi, devenir qui que ce soit si vous ne travaillez pas sur vous-même, c'est pas possible. Et donc, il est important de travailler sur soi. Mais encore plus important de se fixer des objectifs clairs. Merci, hein, les objectifs clairs, mais surtout atteignables. Atteignables. Alors, vous êtes médecin en formation, autodidacte en psychologie humaine, en tant que quelqu'un dans ce domaine. Selon vous, quelle est l'importance, sinon pourquoi devions-nous enseigner la psychologie adérienne dans les écoles ou encore les universités? Ok, ça c'est aussi une très belle question. Alors, de toute évidence, notre société a un sérieux manque d'éducation sociale. On sait tout ce qu'il y a à savoir sur tout, mais on ne sait pas ce qu'il y a à savoir sur les gens avec qui nous vivons. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire comme ça à d'énormes incompréhensions dans la société, dans la famille, surtout dans la famille, parce que la famille, c'est quand même le noyau d'une société, c'est la cellule même de la société. Et on a affaire comme ça à des incompréhensions parce que justement, on ne nous apprend pas à l'école comment fonctionne l'être humain. On ne nous apprend pas à l'école ce qui est fondamental pour nous. Et donc, je dirais qu'il faut enseigner la psychologie aldérienne dans les écoles, et pas seulement la psychologie aldérienne, toute forme de psychologie qui peut tendre à ce que les gens puissent se connaître et apprendre à connaître les gens avec qui ils vivent. C'est seulement comme ça qu'ils peuvent apprendre à pouvoir cohabiter ensemble. Si je ne sais pas comment tu fonctionnes, Yakoukel, comment tu veux qu'on puisse s'entendre? Et si je ne sais pas comment je fonctionne, comment évoluer dans la vie? Nous allons petit à petit vers la fin de notre émission, chers auditeurs, auditrices. N'hésitez pas encore de poser toutes vos questions. Nous vous voyons là, en ligne, là. Et bien vraiment, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et Dédi est là pour y répondre. Alors, Dédi, quelles sont les erreurs à éviter quand on veut utiliser la psychologie adérienne pour s'améliorer? Ok, l'une des erreurs déjà qu'il faut éviter, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, de pouvoir se fixer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Quand on se fixe des objectifs qu'on ne peut pas atteindre et qu'on finit par ne pas les atteindre, ça sape notre confiance en nous. Exactement. Et finalement, on se retrouve dans une situation où on a l'impression qu'on est une merde et qu'on ne peut rien. Et ça, c'est quelque chose de très dérangeant. Et c'est aussi c'est aussi un problème qui touche nos jeunes actuellement, puisque on a un problème dans la société, c'est qu'il y a beaucoup de complexes de supériorité. Alors, j'en profite rapidement pour classer le contexte. C'est que j'ai dit tout à l'heure que tous, on a quelque part un sentiment d'infériorité d'après Alfred Adler, et que ce sentiment d'infériorité, en fait,
est censé être un catalyseur pour nous pousser à grandir, pour nous pousser à nous améliorer toujours un peu plus. Mais il y a des fois où ce sentiment d'infériorité finit par devenir un complexe d'infériorité. C'est à ce niveau-là qu'on dit, voilà, je suis une merde, je ne vaux rien, je ne peux rien, je reste chez moi, je n'avance pas, et tout ce qui s'ensuit. Et ce complexe d'infériorité, un peu plus évolué, finit par devenir un complexe de supériorité. Je sais que c'est très bizarre, mais je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, d'après Alfred Adler, comment ça se passe ? Quand quelqu'un est en plein dans un complexe d'infériorité, en général, il va tendre à le compenser. C'est-à-dire, si j'imagine que je suis, je ne sais pas quel exemple prendre, je suis faible, d'accord ? Je vais d'abord me complaindre dans ma faiblesse, dire oulala, je suis faible, oulala, je suis hypersensible, oulala, je suis. Et après, j'aurai tendance à vouloir le compenser. Et ça va donner quoi ? Ça va donner moi qui vais aller à la salle pour aller devenir, je ne sais pas moi, plus musclé. Après, je vais devoir faire le judo. Après, finalement, je vais commencer à taper les gens pour pouvoir compenser ce sentiment d'infériorité, ce complexe d'infériorité. Et donc, finalement, là, j'ai un complexe de supériorité. Parce que je vais, ouais, voilà, c'est toujours moi. Je vais avoir un comportement dominant. Et donc, ça, c'est potentiellement quelque chose qu'il faut éviter gravement quand on se lance dans l'étude de la psychologie adhérienne et quand on l'applique. De pouvoir se dire, il faut avoir une relation, comme on dit, horizontale avec les autres. Pour faire court, la relation verticale avec les autres, c'est je te vois à Koukele, dans mon système de pensée, soit tu es inférieur à moi, soit tu es supérieur à moi. C'est la verticale. Oui. Et la relation horizontale avec les autres, c'est de se dire, on est égaux. On est tous pareils. On est complémentaires. Il a quelque chose, j'ai quelque chose. On se complète. Et donc, c'est facile, hein, quand on discute avec les gens, de pouvoir tout de suite déceler ça. Moi, je le vois tout le temps. Quand on discute avec quelqu'un, tu vas voir toujours qu'il y a une certaine condescendance qu'il a. Tu le sens tout de suite qu'il a un regard vertical du monde qui est pour le nuire, parce que c'est pas du bon du tout. En général, les gens s'éloignent de toi et tout. Mais vraiment, c'est quelque chose à éviter. Quand on est en communauté, adopter plutôt une relation saine et surtout des relations qui sont horizontales avec les gens pour pouvoir leur donner aussi une place et leur donner aussi la possibilité de pouvoir être aimés et de pouvoir sortir dans ce qu'ils sont réellement. Parce que si toi, aujourd'hui, tu me juges tout le temps sur ce que je suis, finalement, je me renferme, je crée une coquille et je vais au fond de moi. Mais si tu me laisses m'exprimer, si tu ne me prends pas de haut, si tu me laisses montrer ce que je suis, et bien là, potentiellement, je pourrais être quelqu'un. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir quand on rentre dans la psychologie adhérienne.